Je suis Lucas Verhagen de la police judiciaire et au niveau central, je m'occupe uniquement de tout ce qui est la criminalité, art et antiquité. D'abord, je vais vous donner une petite explication sur la structure de la police et notre petit service, enfin sa place au sein de la police fédérale. Par après, je vais vous montrer quelques exemples, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Et alors quelques conseils de prévention. D'abord, on a la police locale et la police fédérale. Ce sont deux directions tout à fait séparées. La police locale va plutôt prendre les premières constatations. Au moment qu'il y a un vol ou il y a quelque chose que vous constatez qui est disparu, il faut appeler la police locale. Eux, ils prennent les constatations sur place. Les premières investigations, ça sera pour la police locale également. À côté de ça, vous avez la police fédérale, c'est plutôt un appui, hein, et ils ont des unités spécialisées. Bon, il y a plusieurs directions, et une des trois directions, c'est la police, c'est la direction générale de la police judiciaire. Dans la police judiciaire, il y a des directions centrales et déconcentrées dans chaque arrondissement. Dans les directions centrales, la plus connue de la direction centrale, c'est la direction de la criminalité contre les personnes, entre autres la cellule des personnes disparues. Il y a également une direction criminalité contre tout ce qui est finance. Et alors vous avez la direction criminalité contre les biens. Là-dedans, bon, il y a plusieurs cellules. Mes autres collègues, ils suivent des autres phénomènes comme, par exemple, des vols de métaux, vols de cargo sur les autoroutes et tout ça. À notre niveau, notre cellule, elle est très petite. En 2003, il y avait encore à peu près 7 personnes. Maintenant, nous sommes à 3 et probablement, janvier-février, encore 2 personnes. Il faut savoir que la criminalité art, ce n'est pas une priorité pour la police, ni pour le parquet. Ça veut dire qu'on ne va jamais travailler proactif, ça sera toujours réactif et en principe uniquement à la demande des parquets. Au moment qu'il y a un magistrat qui va écrire une petite apostille avec des devoirs, alors à ce moment-là seulement que les enquêteurs peuvent intervenir. Ça, c'est pour le niveau central. Alors, dans chaque arrondissement, jusque maintenant, il y a encore 27, il y a une unité de rechercheurs. À Bruxelles, il y a à peu près 650 rechercheurs. Namur, ou à Arlon, il n'y a que 30 ou 35, vous voyez. Et au moment qu'il y a un dossier qui est un peu plus important, ça sera les enquêteurs dans les arrondissements qui vont gérer le dossier. Ils peuvent faire appel à nous. On va leur donner des conseils, mais c'est dans l'arrondissement ou à la police locale qui doit faire les enquêtes. Au niveau central, notre bureau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de collecter toutes sortes d'informations ce qui concerne art. Et art dans criminalité, ça veut dire des vols, des faux, recel, trafic, blanchiment, toutes sortes. On va essayer de collecter ça au niveau national et également international. Comme ça, on a une vue globale de tout ce qui se passe en Belgique et à l'étranger. À côté de ça, vu qu'on a une base de données qui s'appelle Artist, dans cette base, on stocke tous les objets volés ici en Belgique et quelques objets de l'étranger à leur demande. Tous les objets sont stockés dans cette base de données et avec notre portable, on peut aller sur place, assister à des perquisitions pour identifier éventuellement des objets. L'autre côté, au moment qu'il y a un dossier
qui est assez complexe, où donc plusieurs arrondissements sont concernés, c'est à notre niveau qu'on va essayer de faire une coordination. Surtout pour les dossiers internationaux, quand il y a une commission rogatoire des Français, et ils demandent des perquisitions dans plusieurs arrondissements, on va essayer de coordonner cette opération. On va prendre contact avec les parquets, avec les enquêteurs, on essaye de mettre tout en route, surtout que quand il y a des collègues français qui doivent venir, qui ne doivent pas venir cette semaine, dans 2 semaines, dans un autre arrondissement, nous, on va essayer de coordonner ça sur 1 ou plusieurs jours de suite. En plus, il faut régulièrement essayer d'expliquer aux étrangers la façon comme les parquets fonctionnent ici. Ça arrive que, d'ailleurs c'était encore début cette année, il y a une demande des Français pour faire des perquisitions chez 4 antiquaires ici en Belgique. Ils étaient soupçonnés de recel des œuvres d'art volées dans des églises dans la Lorraine. Il y a dans 3 arrondissements. Chaque arrondissement a son parquet. D'accord? Alors, il y a 2 arrondissements, à Liège et à Bruxelles, où le magistrat, enfin le juge d'instruction, avait décidé, ok, vous pouvez faire des perquisitions chez ces personnes. Il y avait un magistrat dans un arrondissement qui a dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de faire une perquisition chez cet antiquaire. Vous pouvez uniquement inviter cette personne au commissariat pour une audition. » Alors, à ce moment-là, il faut essayer d'expliquer aux Français, parce que c'est le même dossier, même texte, même condition, qu'il y a un parquet qui décide, oui, vous pouvez faire des perquisitions, l'autre parquet qui décide, non, non, la demande n'est pas assez fondée pour faire des perquisitions. Vous voyez, ce sont tous des petits problèmes qui posent, vu que ce n'est pas une priorité et que c'est une matière également très mal connue au niveau du parquet. Maintenant, quand il y a un vol, parce que souvent il y a un vol chez des particuliers, dans les églises, musées, n'importe, au moment qu'il y a un vol, souvent ils disent oui, ok, on va le déclarer parce qu'on est assuré. Ou simplement pour me couvrir pour mon patron ou n'importe quoi, ou pour que l'inventaire soit correct. Eh bien non, parce que quelque part, au moment que vous faites une déclaration de vol, au niveau central, à Bruxelles, oui, à Bruxelles, on fait quelque chose avec cette information. On demande une copie que la police locale doit nous envoyer. On va essayer d'avoir une photo. Chez les particuliers, c'est catastrophique. Il faut dire qu'il y a peut-être 35% des objets volés où on reçoit une photo. Une chance pour les églises qu'on a eu l'institution IRPA. Et ça, il faut quand même admettre, c'est vraiment une institution unique au monde même. On essaye d'avoir par eux, au moment qu'il y a un vol, hein, on a tous les petits répertoires de chaque canton encore. Donc on peut faire des recherches sur l'objet et demander alors une photo à l'IRPA. Alors, d'abord on va encoder toutes les données dans notre base de données artistes. La victime, les conditions de vol, une bonne description de l'objet volé et des photos, ou au moins une photo. Par après, on envoie un petit message, et c'est quelque chose qui passe tous les jours, hein, un message sur notre intranet. Et chaque policier a accès à cette information. S'ils sont intéressés pour savoir tous les objets volés de la semaine, par exemple, il n'a qu'à cliquer « Objets volés, œuvres d'art »
Et alors, là, il voit tous les rapports et avec photos des objets volés de la semaine passée. Si on a une bonne photo, et ça il faut dire, les photos de IRPA, même noir et blanc, elles sont impeccables, on fait un signalement international. On pose l'objet volé dans la base de données de Interpol. Depuis 2 ans, tout le monde peut avoir un accès à cette base de données de Interpol. Il faut aller sur le site d'Interpol et alors il faut simplement suivre le cheminement qui est indiqué, demander un accès et après quelques jours, après ce code, vous pouvez consulter la base de données d'Interpol. Et alors, surtout pour des objets religieux, on fait un signalement vers nos partenaires. Et des antiquaires, en Belgique, il n'y en a pas autant qui font un commerce dans des objets religieux, surtout pas de Moyen-Âge. Alors, automatiquement, si on reçoit un vol, on avise ces antiquaires, parce qu'eux, ils peuvent être concernés. Le voleur ou le receleur peut aller avec cette pièce chez cet antiquaire. De l'autre côté, avec le CRKC, c'est une initiative flamande. Eux, ils ont un rubrique avec objets volés religieux. Au moment qu'on a alors un objet volé, on a un code pour gérer cette rubrique. Chaque objet religieux volé, on met ça sur leur site. C'est un site public, tout le monde a accès. Et avec, ça fait déjà maintenant, je crois, 3 ans, sur 3 ans, on a déjà eu 2 résultats, comme quoi que un antiquaire, par exemple, voulait faire des recherches. Il a constaté que quelques jours auparavant, qu'il avait acheté quelques calices volés. Alors on a su remonter jusqu'au voleur qui était quand même responsable pour une dizaine de vols sur quelques mois de temps, entre autres dans la région de Jedogne et Amil. J'ai déjà parlé de notre base de données artistes. C'est une base de données qui fonctionne avec des paramètres. Au moment qu'on va introduire un objet, par exemple un tableau, on ne va jamais dire, voilà, c'est un tableau, c'est Léopold II. Non. On va introduire, et une recherche, ça sera pareil, on va introduire ce qu'on voit. Ici, ce tableau, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne, un homme, vieux, avec une barbe. Ce sont tous, c'est une sorte de pick list, et je clique simplement sur chaque descriptif. De telle façon qu'au moment qu'on doit faire une recherche, même par téléphone, parce que ça arrive que il y a des collègues qui sont dans une maison pendant une perquisition, pour stupéfiants par exemple, et le bonhomme n'a pas une bonne explication pour un tableau qui pend chez lui. Eh bien, par téléphone, ils peuvent nous demander, tiens, Lucas, regarde une fois si le tableau n'est pas volé. À ce moment-là, moi je demande, qu'est-ce que vous avez? Hein? Bon, ici c'est un portrait, ok, qu'est-ce que vous voyez? Ben, une personne, ok, un homme, vieux, et ainsi de suite. Et alors, on fait une recherche, et avec tous les paramètres qu'on a mis dedans, bon, on reçoit une panoplie, ici on a plusieurs dizaines de résultats, et au milieu à droite, vous trouvez notre bonhomme, et alors ça c'est sa fiche. Voilà. Avec les descriptifs, une personne, et ainsi de suite. C'est une base de données qui est facile à manipuler. Depuis 1998, on a une base similaire.
Et depuis 2 ans, on a une nouvelle base qui est tout à fait développée par la police même. C'est une question de budget, parce que les Français, ils ont à peu près le même logiciel, mais chaque année, eux, ils payent des droits de licence pour un montant qui correspond au développement de notre base de données. Pour la même fonction, en fait. Pour l'instant, dans cette base, on a à peu près un peu plus que 19 000 objets volés. Maintenant, je vais vous expliquer, et demander par après également, au moment qu'il y a un vol, le grand problème, c'est que, et de temps en temps, je vois ça dans des auditions, qu'il y a une discussion entre le curé et le président de fabrique d'église. Oui, non. Oh, ben non, on ne va pas déranger la police. Ben, s'il faut le faire, non. Allez, pendant plusieurs mois, il y a une discussion, déranger la police, oui ou non. Peut-être que ça peut paraître un peu bizarre de déranger les services de police, mais nous sommes là pour vous. Justement, les gens dans les commissariats, ils sont payés pour acter une plainte. Alors, il faut y aller. Parce que trop souvent, presque tous les mois, il y a quelqu'un d'une fabrique d'église qui me sonne en disant « Tiens, sur un site internet, je vois qu'une telle statuette est à vendre et ça a été volé quelque part dans les années 50, peut-être 60. » Et si je demande « Oui, mais est-ce qu'il y avait une déclaration de vol ?» « Ben non, hein, monsieur. Ben non, ça on ne fait pas. » « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez alors ?» Non, il faut d'abord une plainte. Sans plainte, pas d'action judiciaire. Ici, par exemple, c'est un très bon exemple. En 2006, c'était quelque part en mai, je reçois une copie de PV d'Arlon pour un petit vol d'une couronne, d'une statuette. Bon, peut-être le gamin du coin ou quoi. Quelques jours après, je reçois un vol de quelques villages plus loin, mais dans l'arrondissement de Neufchâteau, 2 PV, vol de petites couronnes. J'ai dit, tiens, c'est peut-être le même gars, mais il a un vélo. Quelques jours après, à nouveau d'Arlon, vol des couronnes. Et encore une copie de vol de couronne. Et là, par exemple, c'était alors de Arlon. Je reçois ce PV en début juin. Et là, le curé de Wickel dit, maintenant j'en ai marre. Ça fait déjà 3 fois qu'on vient voler des couronnes. Mais maintenant, j'en ai plus dans la sacristie. Alors, il est venu porter plainte. Ben non, hein. Non. Mais, vu que je reçois autant de PV, et toujours de la même région, Arlon, Neufchâteau, des vols de couronnes, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Entre-temps, j'avais pris contact avec la Grand-Duché Luxembourg, et là également, ils avaient déjà plus que 25 vols de petites couronnes. Un sérieux problème, vous savez. J'ai demandé à tous les arrondissements, à toutes les communes, tiens, est-ce que vous avez encore des autres plaintes de petites couronnes? Parce que souvent, le policier, il n'y pense pas non plus. Surtout quand la victime dit, oui, bof, il vient de voler la petite couronne, mais j'en ai encore là. Hein. C'est pas grave, monsieur l'agent. Oh, oui, je le signale, mais c'est pas grave. Eh bien, à ce moment-là, si un magistrat lit une telle audition, qu'est-ce que ça sera la réaction de ce magistrat? Poubelle, hein? Enfin non, chez eux ça s'appelle avec un beau mot, hein, séponné. Ça veut dire on ne fait rien dedans. Et c'est normal. Il faut être un peu plus conscient également. Alors, j'avais demandé toutes les PV
des vols de colonnes, je suis sûr et certain que j'ai peut-être 20-40% de toutes les vols, mais bon. Alors j'ai demandé chez nous à un analyste de mettre toutes les vols sur une ligne de temps et par arrondissement. Et vous voyez, chaque couleur est un autre arrondissement. Et ça, c'est typique pour une catégorie de voleurs dans les églises. Ils sont organisés et ils ont un certain patron. Quelque part, si vous voyez, je commence quelque part, au moment qu'ils volent en Luxembourg, il n'y a presque pas de vol en Belgique. Et si vous voyez par exemple, vous prenez la ligne rouge, au milieu quelque part, et vous montez sur la droite, si on est tout de suite avisé des vols, eh bien on peut déjà dire, tiens, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ils vont voler dans tel endroit. Ils sont tellement organisés, certains groupes voleurs d'église, qu'on peut quelque part prévoir l'endroit où ils vont voler la prochaine fois. Avec ce tableau, j'ai été à Arlon, oui, Namur également, Dinan. Là, les enquêteurs et les policiers, bon, ils étaient quand même un peu plus conscients. Parce que quelques années après, c'était au printemps, en mars quelque part je crois, ou février, je reçois des Français une information comme quoi qu'il y avait une épidémie de vol dans les Ardennes françaises. Dedans, j'y vais. Plus que 20 vols déjà dans des églises. Jusque-là, aucun vol. J'ai dit, ouf, pas chez nous. Malheureusement, la semaine après, un vol très important à Amsterdam, d'orfèvrerie. J'ai dit, ça commence à chauffer ici. Automatiquement, j'ai avisé toutes les aros en disant, fais attention, c'est bien possible qu'il y a une bande qui commet des vols. Et c'était des vols pendant la journée, la plupart. Je crois que dans cette période-là, cette bande, c'était 4 personnes qu'on a constaté par après. Sur 2 semaines, ils avaient 5 ou 6 vols. Et c'était sur la ligne de la Meuse, Dinan, Namur, jusque Oui. Et une chance, vu que les unités, la police locale nous envoyait directement tous ces PV, on était conscient de ce problème. On fait un avis, en général, faites attention. Et peu après, une patrouille d'une police locale qui passe à l'église chez eux, tiens, il y a 2 petites camionnettes. Pas tout de suite connues chez eux. Ils s'arrêtent, ils vont voir dans l'église, et en effet, il y avait 2 couples, ils étaient en train de cambrioler. Il y avait déjà une pièce dans le coffre d'une de ces 2 camionnettes. Vous voyez, ils ont pris 2 personnes en flagrant délit. On a fait des perquisitions chez eux. Et là, encore une fois, c'est typique pour certains types de voleurs. Au moment qu'on les arrête et on fait des perquisitions, on ne trouve plus rien. Ils connaissent et ils savent très bien les antiquaires qui sont intéressés, antiquaires ou brocanteurs, chipoteurs, comme vous voulez, ou des autres receleurs. C'est très rare qu'on trouve encore une pièce chez eux. C'est tout de suite, mais vraiment tout de suite, parti. Si on trouve encore des pièces, c'est parce que c'est un amateur qui ne connaît pas directement toutes les filières pour liquider ces objets. Parce que le clientèle, le marché de tel type d'objet, c'est assez restreint aussi.
Receler une œuvre d'art, c'est de l'art aussi. Ça, il ne faut pas oublier. J'ai déjà parlé des communications qu'on envoie sur notre intranet, que tous les policiers peuvent consulter. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un vol chez un particulier, mais bon, je le prends parce que, en total, il y a quand même 8 objets volés. Il n'y a que 2 objets qu'on peut signaler au niveau Interpol. C'est le 2 et le 7. Tout le reste, on peut oublier. Avec le flash, c'est trop clair, c'est trop sombre. Attention, nous, à notre niveau, dans notre base de données, on va introduire ces photos. Mais pour signaler ça international, ça c'est impossible. Interpol, malgré que j'ai mes contacts là, ils vont refuser d'introduire ça dans leur base de données. La même chose pour la cartelle, le numéro 1. C'est comme les bronzes, ce ne sont pas des pièces uniques. Et au moment que ce ne sont pas des pièces uniques, on ne peut pas signaler ça au niveau Interpol. Parce que sinon, si je signale un objet non unique, et il y a une personne en Australie qui vend la même pièce à ce moment-là, par Internet, eh bien oui, je vais bloquer la vente, malgré que ce n'est pas la même pièce. Pour ça, même des pièces non uniques, souvent cartels, des statuettes, souvent il y a un peu de dégâts, où il y a une restauration, eh bien il faut essayer de photographier ça. Comme ici par exemple, cette victime, c'est un tableau, il a été victime d'un vol, il avait pris une bonne photo, regardez bien la dame son bras, il a pris encore une photo en détail, parce qu'il y a un petit éclat de peinture qui est parti au coude là. Et ce que la plupart des propriétaires des objets et des œuvres d'art oublient, c'est prendre le dos. Souvent, et de plus en plus, il y a des voleurs et des receleurs. Ils font appel à des ateliers, mais des ateliers vraiment des professionnels. Je ne parle pas au niveau de d'IRPA, juste un peu plus bas. Et ils vont commencer à peindre certaines choses dessus, ou effacer certaines choses. Ou par exemple, en Italie, c'était un tableau Renaissance, et pour passer la frontière, ils avaient, avec peinture à eau, une peinture très moderne là-dessus. Évidemment, ça passe. Une chance qu'il y avait un douanier, au moment que c'était déjà accordé, il dit tiens, c'est bizarre. Parce que le dos de ce tableau, ça, ils n'avaient pas masqué. Et ça, c'était encore un vieux panneau en peuplier. Alors là, il se posait des questions en disant une peinture moderne sur un panneau aussi vieux, ça, c'est pas normal. Et en effet, ils ont gratté un petit peu et en dessous de la peinture d'eau, il y avait un tableau Renaissance. Pour les églises, régulièrement, on reçoit des copies de vol, enfin, des copies de PV, donc des clochettes ont été volées, ou des calices. Essayez, parce que bon, des clochettes et des calices, il y en a des centaines. Essayez de prendre un grand plan et en même temps des détails. Des détails, comme ça, nous, à notre niveau, on peut également décrire et mettre une description dans notre base de données. Quand il y a des écussons ou quelque chose dedans,
c'est pas évident de prendre ça en photo. Mais prenez ça quand même en photo, comme ça on connaît l'endroit du pinceau. Et si vous avez un artiste parmi vous, un petit croquis, par exemple comme ici, de ce petit Minerva, un petit croquis, et vous pouvez ajouter ça avec les photos. Pour les statuettes, pareil. Je ne sais pas, mais souvent on vole des statuettes polychromées. En général, voleurs ou receleurs, ils vont décaper toute la peinture. Et alors, après, c'est pas évident de reconnaître encore cette statuette. Là, il faut vraiment bien comparer chaque dégât, chaque pli, tout. Chaque détail, il faut bien vérifier. Alors, en gros plan, le dos, fort important. Certains détails, comme la main, quand c'est un peu abîmé, pourquoi pas? Ça rend une pièce unique. Même si c'est restauré, quelque part, on va quand même voir si la pièce a été restaurée, oui ou non. Et alors, en détail, certains plis sur la statuette, par exemple. On donne un conseil à tout le monde qui veut faire un inventaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de photo ou description, on ne sait pas introduire les objets dans une base de données. Et pour ça, il y a quelque part un standard. Et ce sont des normes ID, ce sont des normes internationales. Il y a quelques personnes et institutions qui se sont mises autour de la table en demandant, tiens, à quoi doit faire, convenir une bonne description pour pouvoir identifier l'objet. Tout d'abord, on commence avec une photo, logique, de préférence plusieurs photos. Alors, type d'objet, si c'est une statuette, peinture, n'importe. Matériel et technique, l'huile sur canvas, en bronze, panneau peuplier, n'importe. Les dimensions, surtout pour les statuettes, bronze, clochettes, c'est très important, les dimensions. On a un curé, il a donné une description une fois dans son audition, et c'était quand même un peu bizarre. La statuette c'était en pierre, une statuette en pierre. Alors, oui, dans son audition, c'était marqué une statuette très lourde. Je ne sais pas le porter. Oui, que ça va. Ah bon, pour ma femme, 10 kilos, c'est déjà assez lourd. Pour moi, ça peut être même le double. Vous voyez? Grandeur, presque moitié de ma taille. Oui, d'accord. Une chance que le rédacteur de cette audition marquait la victime mesure plus ou moins 1,70 m. Sinon, on n'a rien. Alors, marquez très bien les dimensions. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Et s'il y a des inscriptions ou des marques, notez-les. Il faut les noter. Éventuellement, si c'est possible, prendre une photo. Des marquages distinctifs. Et ça, c'était très important pour des objets non identiques. Quand il y a un peu de dégâts, restauration, des pièces qui manquent. Prenez ça, si c'est possible, en photo, mais au moins, il faut le signaler également dans un document. S'il y a un titre, le sujet, bon, je ne sais pas, peinture, bataille de Waterloo par exemple, date et époque, si c'est connu, l'artiste, je sais souvent, c'est un artiste inconnu.
une courte description. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des cavaliers bleus qui attaquent des soldats infanterie habillés en rouge, par exemple. Comme ça, on a quelque part une idée, parce que ça arrive qu'on reçoit des informations du milieu qui disent, voilà, nous, ou la personne a entendu dire qu'il y a un tableau volé et qui circule dans le milieu. Quand je parle du milieu, ce n'est pas le milieu religieux, c'est le milieu criminel. Ça circule dans le milieu criminel pour une transaction de stupéfiants, par exemple. Et la personne qui vient nous communiquer, oui, c'est une sorte de bataille. Bataille avec des cavaliers, et l'autre côté, ce sont des unités d'infanterie. Avec ces mots-clés, nous, on sait faire des recherches. Et alors, également, il faut essayer de stocker toutes ces informations, tous ces documents à un endroit sûr et qui est connu par plusieurs personnes. Parce que souvent, c'est le secrétaire qui prend ça avec lui, mais il n'est plus secrétaire, oui, alors, où est-ce que ça se trouve encore? Allez, il y a toujours des discussions, oui, c'est lui qui a des photos, ah non, c'est l'autre. Essayez de convenir, ne fût-ce que de faire plusieurs exemplaires, mais qu'au moins, au moment du vol, qu'on sache où ça se trouve, cette documentation. Maintenant, autre chose, on vient à autre chose. Quand il y a un vol dans une église, eh bien, un des classiques, c'est au moment qu'il y a des travaux. Les échafaudages, c'est incroyable, mais ça sert pour tout le monde. Hein. Le grand problème, au moment qu'il y a des travaux, même s'il y a une installation d'alarme, souvent, pendant les travaux, l'installation est coupée. Sinon, ça donne, oui, des fausses alertes. Mauvais contact et tout. Les ouvriers, ils ont cassé un carreau, un peu plus haut, au-dessus de la corniche, je crois. Ils ne vont pas tout de suite réparer ce carreau, ou ils ont laissé quelque chose ouvert. Et alors, également, le soir, la nuit, il y a toujours des curieux, il y en a toujours qui vont essayer de rentrer quelque part, et c'est facile de voler alors, à ce moment-là, quelque chose. Ça, c'est un classique. On voit ça régulièrement. Un deuxième classique, eh bien oui, on va bien fermer la grande porte, parce qu'on a une grosse clé pour ça. Mais la petite porte à côté de la sacristie, celle-là, on ne ferme pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne se ferme plus bien. On ne l'utilise plus, parce qu'on ne sait plus l'ouvrir, et si elle est ouverte, on ne sait plus la fermer. Et on laisse la petite porte telle qu'elle. Et souvent, sur la grande porte, là, il y a des alarmes, et juste derrière aussi, des alarmes de volume, mais pas sur la petite. Ah non, parce qu'elle est trop vieille. Et parce que si on touche avec un peu de vent, ça bouge un petit peu, fausse alerte à nouveau. Alors, on ne met pas une alarme sur la petite porte. Mais alors, on rentre par la petite porte, et souvent la petite porte, où est-ce qu'elle donne accès directement à la sacristie. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une sacristie, en général? Un tiroir avec toutes les clés des armoires fermées. Oui, mais essayez de faire quelque chose que les autres ne font pas. Sois un peu plus inventif. Et pensez-y, toutes les petites portes, toutes les petites fenêtres, essayez de les fermer correctement comme la grande porte. Une église qui est à l'abandon, souvent, même si on met des barrières ERAS autour, eh bien, c'est une invitation de passer de l'autre côté de la barrière.
ne faut jamais penser que l'Église est en sécurité. Il faut donner ou essayer de donner un aspect qu'on s'occupe de l'Église. Est-ce qu'il faut la peine chaque année? Ça, je ne dis pas. Mais au moins, essayer, éventuellement avec la commune, mais essayer de nettoyer autour d'une église. Parce que ça n'attire pas uniquement des voleurs, mais également des vandales. Alors, essayez que l'église a un aspect entretenu, un peu soigné, et qu'il y a un passage. Parce qu'une église qui est fermée pendant 3 jours, 4 jours, eh bien oui, c'est un grand cadeau pour les voleurs parce qu'ils ont tout le temps de voler, ils sont à leur aise. Souvent, ces barrières, ça donne une fausse sécurité. Faites attention, et soit que le bâtiment ou les alentours soient assez vivantes, éventuellement quelques fleurs ou quoi. Un autre problème, question inventaire. Au moment qu'il y a une église tout à fait désaffectée, ou même un couvent ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? On commence à déménager. Et il y a certains objets qu'on va donner à une autre église, par exemple. Tout ce qui quitte une église fait un inventaire. Au moment que ça rentre dans une église, fait également un inventaire. Pas uniquement de l'ancienne église, mais dans la nouvelle église. Parce que nous, on fait confiance à l'IRPA. C'est un de nos partenaires. Et on a ce petit livre également. Mais on constate les dernières années que souvent, les objets volés ne sont pas repris dans l'inventaire. Et alors, bon, le curé, il sait très bien, oui, on a reçu ça, mais ça vient d'une telle ou telle église. C'était avant mon temps, moi je ne sais plus. Au moment que vous faites quelque chose, que vous déménagez des objets, il faut le noter directement, inventariser, aviser l'IRPA. Souvent dans des églises, soit qu'ils sont encore occupés ou désaffectés, on essaye d'économiser en lumière. Une pièce qui est ouverte et qui est sombre, et il y a des objets qui s'y trouvent, vous pouvez être sûr, un de ces jours, ça peut avoir des petits pieds. Essayez, et maintenant il y a assez de techniques, et des techniques qui ne coûtent pas trop cher non plus. Des objets de valeur. Mais une petite lampe au-dessus. Des petites spots, des LED, éventuellement avec un détecteur de mouvement, au moment qu'une des personnes approche, qu'il y a des petites LED qui s'allument par après. Un éclairage un peu plus fort, mais que ça soit éclairé. Chaque objet doit, à un moment ou l'autre, être éclairé, surtout au moment qu'il y a des personnes qui l'approchent. Sinon, vous pouvez rechercher après cet objet, après quelque temps. Par exemple, ici, ils ont laissé on va clôturer. Enfin, je passe encore très vite ce petit slide. Ici, ils ont laissé tous les biens dans l'église même, mais ils font également des activités. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis une sorte de cadre avec une protection, il y a des petits barreaux et tout ça. Alors, j'ai, avec un marqueur rouge, fait 2 lignes imaginaires. Au moment qu'une personne dépasse l'espace, il y a des petites lampes, mais très discrètes, qui commencent à s'allumer, là où la personne dépasse la ligne, et une petite sonnette
une petite sonnette sonorisée. Comme ça, la sécurité, c'est directement qu'il y a une personne, ça peut être par accident aussi, accidentellement, mais que la personne arrive dans un endroit qui est sécurisé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.